Et si tout ce qu'on vous avait appris à l'école sur l'histoire de l'humanité était faux? Et si les premières grandes civilisations, les premières sciences, les premières écritures venaient en réalité d'Afrique? Un homme a osé poser cette question. Il a défié les plus grandes académies du monde. Il a affronté l'hostilité de son propre pays. Il a passé sa vie à rétablir la vérité. Son nom, Cheikh Anta Diop. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien bouleverser à jamais votre vision du passé, de l'Afrique et de vous-même. Je m'appelle Cheikh Anta Diop. Je suis né le 29 décembre 1923 dans le village de Tiétou, au cœur du Baol, une région située à l'ouest du Sénégal. Mon histoire commence dans cette terre rouge et fertile, dans un monde où la tradition orale portait la mémoire de nos ancêtres, où les anciens étaient les bibliothèques vivantes de notre peuple, et où la langue maternelle, le Wolof, chantait chaque jour notre identité. J'ai grandi au sein d'une famille musulmane sérère, dans un environnement où la religion, la culture et l'histoire coexistaient en harmonie, tissées dans la vie quotidienne du village. Mon père, Massamba Diop, et ma mère, Diama Binta Diop, m'ont élevé avec des valeurs de droiture, de dignité, de curiosité et de fierté. Dès mon plus jeune âge, j'ai été fasciné par les récits que me contaient les anciens. L'histoire des rois du Jolof, l'héritage de l'empire du Mali, les traditions du Tekrour et du Wallo. Ces noms résonnaient dans mon esprit comme des échos d'un passé glorieux, mais effacés des livres d'histoire que l'on nous imposait à l'école coloniale. À Tiétou, je vivais dans un univers où les griots connaissaient mieux notre histoire que les manuels, et cela m'a toujours troublé. Pourquoi notre propre passé n'était-il jamais écrit, jamais reconnu dans les grandes bibliothèques du monde? Pourquoi, dans les écoles françaises, on nous apprenait l'histoire de Clovis, de Charlemagne, de Napoléon, mais jamais celle de Soundiata Keïta ou de Kankou Moussa? C'est cette fracture entre ce que je vivais et ce que j'apprenais qui a allumé en moi une première révolte intérieure. Une révolte calme mais tenace, faite de questions. Ma scolarité débuta dans l'école coranique du village, comme la plupart des enfants de ma génération. C'est là que j'ai appris les premiers signes, les premiers sons écrits, les valeurs religieuses qui allaient forger en partie ma conscience morale. Très vite, j'ai rejoint l'école française, dans la ville de Diourbel, puis celle de Dakar. C'est là que je me suis heurté pour la première fois au mur du silence sur notre histoire. On nous disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire, pas de civilisation, pas de science. On nous enseignait l'idée fausse d'une Afrique figée, sans passé glorieux, sans pensée structurée, sans contribution au progrès de l'humanité. Et pourtant, tout autour de moi, dans les traditions de mon peuple, dans les gestes quotidiens, dans les récits populaires, je voyais la trace d'une intelligence ancienne. Je n'étais pas encore capable de le démontrer, mais je sentais déjà, au plus profond de moi, que l'Afrique avait été grande, qu'elle avait pensé, construit, exploré et enseigné. Mon parcours scolaire m'a conduit au prestigieux lycée Van Vollenhoven à Dakar, un établissement réservé à une élite où les meilleurs élèves de la colonie étaient préparés au concours métropolitain. J'y ai découvert la rigueur de l'enseignement scientifique, les subtilités de la langue française et surtout les outils de la pensée logique et critique. J'étais un élève studieux, passionné, toujours en quête de réponses. À cette époque, je lisais tout ce que je pouvais trouver, allant des classiques de la philosophie occidentale aux rares ouvrages évoquant l'Afrique. J'étais convaincu que pour comprendre le monde, il fallait d'abord maîtriser ses instruments. La science, la logique, l'histoire, la linguistique, autant de domaines que je voulais explorer pour mieux comprendre le silence autour de l'Afrique. En 1946, après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai embarqué pour la France afin de poursuivre mes études. Ce fut une traversée non seulement géographique, mais mentale. Arrivé à Paris, j'ai découvert un autre monde, plus vaste, plus complexe, plus violent parfois. La France sortait de la guerre, les idées bouillonnaient dans les cafés, les universités, les cercles intellectuels. Je me suis inscrit à la Sorbonne, où j'ai étudié les mathématiques, la physique, la philosophie, la sociologie, la linguistique et l'histoire. Mon objectif était clair, comprendre les sciences dans leur totalité, les maîtriser pour mieux les retourner vers mon propre continent. Je ne voulais pas être simplement un bon élève africain en France. Je voulais être un penseur africain, formé aux outils les plus avancés du monde occidental, pour mieux éclairer l'histoire et l'avenir de l'Afrique.
C'est dans cette période que j'ai rejoint le Rassemblement démocratique africain, RDA, un mouvement politique dirigé par Félix Houphouët-Boigny. Je fréquentais alors les milieux panafricanistes et j'ai croisé des figures comme Alioune Diop, fondateur de la revue Présence africaine, ou Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mais très vite, je me suis rendu compte que ma voix n'était pas celle de la poésie ou de la diplomatie. Ma vocation était celle du chercheur, du scientifique, du démonstrateur. Je voulais prouver par les faits que l'Afrique avait une histoire, une civilisation, une contribution majeure à l'humanité. Il ne suffisait pas d'écrire des poèmes sur l'Afrique. Il fallait la restituer dans la vérité des faits, dans la rigueur de la science. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur une thèse ambitieuse qui allait devenir le socle de tout mon combat intellectuel. Démontrer que l'Égypte pharaonique, que l'on présentait comme la mère de toutes les civilisations, était en réalité une civilisation africaine, noire, enracinée dans la culture et la pensée du continent. Cette thèse, je l'ai soutenue à la Sorbonne en 1951, sous le titre « La culture négro-africaine et la culture égyptienne ancienne, identité ou parenté ». Elle fut refusée, sous prétexte qu'elle manquait de rigueur historique. En réalité, ce qu'elle contenait dérangeait profondément les fondements idéologiques de l'histoire occidentale. Affirmer que les pharaons étaient noirs, que la pensée égyptienne venait du Sud, que l'Afrique noire avait contribué à la naissance de la science et de la philosophie, c'était bouleverser l'ordre intellectuel établi. Mais je n'ai pas renoncé. J'ai poursuivi mes recherches, je les ai consolidées, je les ai affinées. En 1954, j'ai publié « Nation nègre et culture », un livre qui allait faire trembler les certitudes. J'y exposais avec méthode les preuves linguistiques, anthropologiques, historiques et culturelles de la parenté entre l'Égypte ancienne et les civilisations noires africaines. Je montrais comment l'Afrique avait été la matrice d'une pensée scientifique, comment les Grecs eux-mêmes avaient puisé dans les écoles égyptiennes, comment l'histoire avait été falsifiée pour servir des idéologies coloniales. Ce livre fut un séisme dans le monde intellectuel africain et européen. Il provoqua des débats, des polémiques, des attaques virulentes, mais aussi des adhésions profondes. Ce premier combat, je l'ai mené seul, dans un monde qui refusait d'entendre la vérité. Mais je savais que je ne parlais pas seulement pour moi, je parlais au nom de tous les peuples africains qu'on avait réduits au silence. Je parlais pour restituer leur dignité, leur génie, leur humanité. Ce que je cherchais, ce n'était pas la vengeance mais la justice, pas la nostalgie mais la vérité, pas l'exclusion de l'autre mais la reconnaissance de soi. C'est cela qui a guidé toute ma vie, depuis les sables rouges de Tiétou jusqu'aux bibliothèques de Paris. L'obsession de rétablir la vérité sur l'Afrique pour que ses enfants puissent marcher debout, la tête haute, et construire un avenir à la hauteur de leur passé. Je me souviens très clairement de mon arrivée à Paris. C'était en 1946, j'avais 23 ans. Je quittais un Sénégal encore fortement marqué par le joug colonial, où l'administration française dominait tous les aspects de la vie. Mon départ était un pas décisif, non seulement pour poursuivre des études supérieures, mais aussi pour élargir ma compréhension du monde, pour aller au contact des plus grandes idées et des institutions intellectuelles européennes. J'étais animé par une soif de savoir, mais aussi par une détermination silencieuse de prouver quelque chose, que l'Afrique, loin d'être cette terre perçue comme arriérée, avait autrefois occupé une place centrale dans l'histoire humaine. Mon inscription à l'université de Paris, plus précisément à la Sorbonne, fut un moment de fierté, mais aussi de tension. Je m'inscrivis d'abord en mathématiques, puis en physique et chimie, poursuivant dans un premier temps une voie scientifique classique. Mais très vite, la philosophie, l'histoire, la linguistique et l'égyptologie vinrent me hanter. Mon esprit n'était pas satisfait de comprendre les lois de la matière sans comprendre celles de la civilisation, de la pensée humaine, de la mémoire collective. J'étais persuadé que la science, si elle est fondamentale, devait s'allier à une conscience historique. Je voulais répondre à une question qui me rongeait. Pourquoi l'Afrique, jadis si grande, était-elle tombée aussi bas dans la hiérarchie des peuples, telle que l'Occident la présentait? À la Sorbonne, je n'étais pas seulement un étudiant parmi d'autres. J'étais noir, africain, et cela suffisait à me distinguer, souvent pour les mauvaises raisons. Il y avait du mépris dans certaines attitudes. Je le sentais dans les regards de quelques professeurs, dans les sous-entendus, dans l'idée insidieuse que je venais d'un monde sans histoire, sans langue sérieuse,
sans contribution majeure à la civilisation humaine. Cette idée dominante dans l'université française, je la retrouvais partout. Dans les livres, dans les discussions, dans les cours magistraux. Elle était omniprésente, et c'est cela qui fit naître en moi une forme de révolte silencieuse. J'ai alors décidé que mon travail universitaire serait un instrument de lutte. Pas une lutte de haine, mais une lutte de vérité. Pour cela, il me fallait des armes intellectuelles solides. J'ai étudié le grec, le latin puis l'égyptien ancien. J'ai plongé dans les textes antiques, dans les écrits d'Hérodote, de Diodore de Sicile, de Strabon. Et j'ai commencé à voir quelque chose que beaucoup refusèrent de reconnaître, que l'Égypte antique, cette brillante civilisation de l'Antiquité, n'avait rien d'européenne. Qu'elle appartenait au monde africain, non seulement géographiquement, mais aussi ethniquement, culturellement, linguistiquement. Cette vérité-là, je la devinais, je la pressentais, mais il me fallait la prouver. Pendant mes années de formation, j'ai côtoyé de grandes figures intellectuelles. L'un des moments déterminants fut ma rencontre avec Gaston Bachelard. C'était un homme de rigueur, de profondeur, un philosophe des sciences. J'ai eu l'honneur de suivre ses enseignements et d'échanger avec lui. Il m'encouragea dans mon cheminement, même si nos domaines différaient. Ce soutien, venant d'un intellectuel aussi respecté, me donna du courage. Mais tous les professeurs ne partageaient pas cette bienveillance. Quand j'ai voulu soutenir ma première thèse sur les origines nègres de l'Égypte antique, elle fut rejetée. Plusieurs fois. On me faisait comprendre que ma démarche était trop idéologique, trop engagée, que je voulais mêler politique et science. Pourtant, tout ce que je faisais, c'était appliquer les méthodes scientifiques les plus rigoureuses, comparaison linguistique, étude des sources historiques, analyse anthropologique. Mais l'idée que les Égyptiens anciens aient pu être noirs était tout simplement inacceptable pour une certaine élite universitaire. Cette période fut dure, très dure. Je travaillais dans des conditions précaires. Je vivais souvent dans des chambres modestes, dans des foyers d'étudiants africains. Je partageais des repas frugaux avec d'autres camarades venus du continent. Parmi eux, certains allaient devenir plus tard ministres, diplomates, écrivains ou enseignants. Nous avions tous en commun une volonté farouche de changer le destin de l'Afrique. Ces veillées, dans des chambres à peine chauffées, furent des lieux d'ébullition intellectuelle. On y parlait de colonisation, de libération, de culture, de dignité. C'est dans ces moments-là que l'idée d'un panafricanisme éclairé prenait forme en moi. Je savais que pour convaincre, je devais aller au-delà des intuitions. J'ai donc mené un travail de comparaison linguistique d'une rigueur extrême. J'ai mis en parallèle des centaines de mots entre le wolof, le peul, le sérère et l'égyptien ancien. J'ai trouvé des similitudes troublantes. Ces convergences ne pouvaient être le fruit du hasard. Il y avait là une filiation, un héritage. Mais à nouveau, on me reprocha de chercher des preuves là où il n'y avait que des coïncidences. On accusait mes travaux de manquer de neutralité. On me disait « Ce que vous faites est de l'afrocentrisme, ce n'est pas de la science ». Cela me blessait car j'étais précisément guidé par la méthode scientifique. Ce que je voulais, c'était rétablir une vérité historique, pas créer un mythe de remplacement. Mais plus les résistances s'amplifiaient, plus ma détermination grandissait. J'ai compris que l'université occidentale ne me faciliterait jamais la tâche. Alors, j'ai commencé à écrire pour un autre public. Mon premier grand ouvrage, Nations nègres et culture, fut une forme de réponse. Je l'ai écrit en m'adressant à la jeunesse africaine, aux intellectuels du Sud, à tous ceux qui, comme moi, cherchaient à retrouver leur dignité dans un récit historique cohérent. Le livre fut un choc. Il fut interdit dans plusieurs cercles, mais adoré dans d'autres. On m'accusait de faire de l'idéologie. Peut-être. Mais cette idéologie, c'était celle de la justice historique. Et elle était nécessaire. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai enfin pu soutenir ma thèse, bien des années plus tard. Ce n'était plus la même, car j'avais dû l'adapter. Mais j'y avais inséré tout ce que j'avais découvert. J'ai défendu mes idées avec calme, avec méthode, en m'appuyant sur les textes, les faits, les preuves. Le jury, bien que sceptique, n'a pas pu me faire taire. Je suis devenu docteur, mais pas seulement. Je suis devenu pour beaucoup la voix d'une Afrique qui se relevait, et je savais que le plus dur ne faisait que commencer. Arrivé à Paris, je ressentis pour la première fois de ma vie ce que voulait dire être un étranger au cœur même de l'Empire. Ce n'était pas seulement une question de langue, d'habitude, de climat, c'était un sentiment plus profond, plus diffus, fait de regards, d'attitudes,
d'un système entier qui, sans le dire ouvertement, vous rappelait que vous étiez ici toléré, mais jamais complètement accepté. J'avais quitté la chaleur humaine du Sénégal, sa vie communautaire, sa mémoire orale et son enracinement dans une tradition vivante, pour me retrouver dans un monde où le savoir était confiné dans les murs des universités, où l'intelligence ne comptait que si elle se disait dans la langue et les références des maîtres. Mais je n'étais pas venu pour me plaindre ni pour me fondre dans le moule. J'étais venu pour comprendre, pour apprendre, et surtout pour rendre justice à mon peuple et à mon continent. Je m'étais inscrit à la Sorbonne en 1946, déterminé à poursuivre des études de philosophie, d'histoire, de linguistique et de physique. Je ne voulais pas choisir un seul domaine, car tout était lié dans ma quête. La connaissance scientifique, la reconstruction historique, l'affirmation culturelle. Très tôt, je compris que pour démontrer la contribution fondamentale de l'Afrique à la civilisation humaine, il me faudrait maîtriser les outils scientifiques les plus rigoureux de l'Occident, tout en restant fidèle à mes racines africaines. Je me plongeais donc avec passion dans les cours de Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, dont la rigueur et l'exigence intellectuelle m'impressionnaient. J'assistais aussi aux conférences de Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de physique, et je suivais en parallèle des enseignements en ethnologie et en sociologie. J'étais souvent vu comme un étudiant atypique, un peu excentrique, car je refusais de cloisonner les disciplines. Mais je savais ce que je cherchais. C'est durant ces années parisiennes que je pris pleinement conscience de l'ampleur de l'entreprise de falsification historique à laquelle l'Afrique avait été soumise. En consultant les ouvrages des orientalistes, des égyptologues, des anthropologues européens, je constatais avec stupeur qu'ils avaient méthodiquement blanchi l'Égypte ancienne, nié les apports intellectuels de l'Afrique noire et transformé notre histoire en une succession de silences et de mythes dévalorisants. L'Afrique, disait-on, n'avait pas d'histoire, pas d'écriture, pas de philosophie. J'entendais ces affirmations avec colère, mais aussi avec lucidité. Car si ces discours dominaient, c'est aussi parce que nous, Africains, n'avions pas encore produit notre propre discours historique, fondé sur la science et sur notre propre regard. Je commençais donc à travailler de manière plus systématique. Je voulais prouver scientifiquement que l'Égypte ancienne était une civilisation africaine, fondée et développée par des Noirs africains, et que ces réalisations avaient nourri la civilisation grecque, puis occidentale. Je voulais faire le lien, par des preuves linguistiques, culturelles, anthropologiques, entre l'Égypte et le reste de l'Afrique noire. Et je voulais montrer que l'Afrique n'était pas une périphérie de l'histoire, mais son berceau. Je me lançais dans un doctorat en histoire et en sciences humaines. Mon premier sujet portait sur le système politique et social de l'Égypte antique, mais il fut très vite rejeté. Mon directeur de recherche trouvait ma thèse trop polémique, trop audacieuse. À ses yeux, je n'étais pas un chercheur mais un militant. Il ne voyait pas que j'étais les deux à la fois et que la rigueur scientifique pouvait être mise au service d'une cause juste. Refusant de me décourager, je proposais une nouvelle thèse. L'Afrique noire précoloniale, une contribution à l'histoire de la civilisation. Là encore, les obstacles furent nombreux. Il fallut des années pour que ma thèse soit enfin acceptée, soutenue et publiée. Entre-temps, j'avais déjà publié plusieurs articles qui provoquaient de vives réactions dans les milieux académiques. En 1954, je publiai un ouvrage qui allait changer ma vie, Nation nègre et culture. Ce livre était le fruit de plusieurs années de recherche, de confrontations intellectuelles, de lectures approfondies en égyptologie, en linguistique comparative, en histoire des civilisations. J'y exposais mes idées principales. L'Égypte pharaonique était une civilisation négro-africaine. Les langues africaines actuelles gardèrent la trace de cette origine commune. Les grandes inventions de l'humanité, écriture, mathématiques, astronomie, médecine, avaient été initiées sur le sol africain. Et enfin, les Africains devaient se réapproprier cette histoire pour retrouver leur dignité et leur unité. Ce livre fit l'effet d'une bombe. Acclamé par certains intellectuels africains et antillais, comme Aimé Césaire et Alioune Diop, il fut aussi violemment critiqué par de nombreux universitaires français. On m'accusait de faire de la propagande, de vouloir réécrire l'histoire à des fins idéologiques. Mais jamais je ne cédais. Je répondis à mes détracteurs par des arguments, des faits, des démonstrations. Je multipliais les débats, les conférences, les publications. Je voulais que l'Afrique parle d'elle-même, en son nom, et avec la même légitimité que les autres continents.
je me rapprochais du groupe Présence africaine, fondé par Alioune Diop à Paris. Ce groupe éditait une revue, puis une maison d'édition, qui offrait une tribune aux intellectuels africains et de la diaspora. C'est chez eux que je publiais une grande partie de mes travaux. Nous étions plusieurs, à cette époque, à penser que la décolonisation politique ne suffirait pas. Il fallait aussi une décolonisation intellectuelle, culturelle, historique. Il fallait rompre avec l'idée que l'Europe était le centre de tout, et que l'Afrique n'existait qu'en négatif. Et pour cela, il fallait bâtir un savoir africain, avec les outils les plus exigeants, mais au service de nos peuples. En parallèle de mon engagement intellectuel, je ne cessais jamais de suivre les avancées de la science pure. Je poursuivais mes recherches en physique nucléaire, je fréquentais les laboratoires, et je croyais profondément à l'idée que l'Afrique devait maîtriser la science moderne si elle voulait prendre en main son destin. Pour moi, science et culture n'étaient pas opposées. Elles étaient deux dimensions d'un même combat, celui de la souveraineté. Je vivais modestement à Paris, souvent dans des chambres d'étudiants, parfois avec des amis africains. La vie n'était pas facile. Il fallait travailler pour vivre, faire des sacrifices, supporter la solitude. Mais jamais je ne perdis de vue l'objectif. Je pensais à mon peuple, à mes ancêtres, à ma mère restée à Diourbel. Je pensais aux enfants africains à qui on enseignait qu'ils venaient d'un continent sans histoire, et je me disais que je n'avais pas le droit d'échouer. Il fallait que je tienne, que je continue, que je construise une œuvre solide, qui survive au temps. Vers la fin des années 1950, je sentis que mon message commençait à porter. De plus en plus d'étudiants africains à Paris venaient m'écouter, me lire, me poser des questions. On organisait des débats dans les cercles anticolonialistes, on citait mes travaux dans les colloques. J'avais l'impression que quelque chose bougeait. L'Afrique se réveillait, doucement, mais sûrement. Mais je savais aussi que le plus dur restait à faire, car l'intelligentsia coloniale n'allait pas céder facilement. Et même parmi les Africains, nombreux étaient ceux qui, formés dans les écoles coloniales, peinaient à sortir du carcan intellectuel imposé. Il fallait donc à la fois enseigner, convaincre, former une nouvelle génération de chercheurs. Je n'étais pas un homme seul dans son coin. Je voulais bâtir une école de pensée, créer un mouvement, impulser une renaissance. C'est dans cet état d'esprit que je préparais mon retour au Sénégal. Je sentais que mon combat devait se poursuivre sur le terrain, auprès de mon peuple, dans les universités africaines. L'heure de l'indépendance approchait, mais je savais qu'une indépendance politique sans une conscience historique, linguistique, scientifique, ne serait qu'un mirage. Il fallait donc être prêt, et j'étais prêt. Je n'étais pas revenu en France pour me faire des amis. Mon but était clair, même s'il semblait utopique aux yeux de certains, réhabiliter l'histoire de l'Afrique noire et démontrer scientifiquement que les civilisations égyptiennes antiques avaient des origines africaines. À l'époque, il ne suffisait pas d'être convaincu par ces idées pour être écouté, encore moins pour être accepté. Il fallait se battre, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, démonstration après démonstration, dans un monde académique souvent fermé, parfois hostile, et presque toujours imprégné de préjugés. C'est dans ce contexte que j'ai poursuivi mes recherches à Paris, arpentant les couloirs de la Sorbonne, les bibliothèques universitaires et les laboratoires de sciences exactes. Je voulais construire une œuvre intellectuelle robuste, capable de résister aux critiques les plus féroces. Pour cela, je devais m'armer de rigueur et de patience. Mon approche était pluridisciplinaire. J'ai utilisé l'histoire, l'archéologie, la linguistique, l'anthropologie, mais aussi la physique nucléaire et la chimie pour étayer mes thèses. Il ne s'agissait pas de réécrire l'histoire selon des sensibilités africaines, mais de lui rendre sa vérité, fondée sur des preuves vérifiables. Vers le milieu des années 1950, j'ai entrepris un travail de longue haleine. La rédaction de ma thèse de doctorat. Mon objectif était d'y présenter de manière synthétique et scientifique les résultats de mes années de recherche. Cette thèse, je l'avais intitulée « Origine africaine de la civilisation égyptienne ». Elle représentait pour moi bien plus qu'un exercice académique. C'était une mission, un acte de résistance intellectuelle contre le colonialisme historique et culturel. Mais très vite, je me suis heurté à une série de blocages institutionnels. Mon directeur de thèse de l'époque, Gaston Bachelard, bien couvert aux idées novatrices, restait prudent. Il savait que mon sujet allait à l'encontre de l'orthodoxie occidentale. Et en effet,
Ma thèse a été refusée à plusieurs reprises. On me reprochait une démarche trop polémique, trop militante, pas assez neutre, selon les critères européens. Mais au fond, je savais que ce refus cachait autre chose. Une peur, ou peut-être une gêne, face à la remise en cause du dogme historique eurocentrique. Malgré les refus, je n'ai jamais abandonné. J'ai repris mes textes, les ai peaufinés, complétés, enrichis de données plus précises, d'analyses linguistiques, comparées entre le copte ancien et les langues africaines subsahariennes. J'ai aussi mené des recherches approfondies sur la morphologie des populations nilotiques, sur les mythologies pharaoniques, sur la transmission des savoirs entre la vallée du Nil et les autres régions d'Afrique. Ma méthode n'était pas improvisée. Elle était solidement étayée, construite sur une logique de démonstration scientifique. En parallèle, j'ai commencé à publier mes premiers ouvrages. Le plus important à cette période fut sans doute Nation, nègre et culture, publié en 1954. Cet ouvrage allait faire l'effet d'une déflagration. Dans ce livre, je m'attaquais de front aux constructions racistes de l'histoire occidentale. J'y démontrais, avec force documents, que l'Afrique avait non seulement une histoire riche, mais qu'elle avait donné naissance à des civilisations majeures, dont celle de l'Égypte antique. J'y montrais aussi que la colonisation avait délibérément effacé, nié et perverti cette histoire pour justifier sa domination. La réception de ce livre fut contrastée. Du côté africain, il provoqua une vague d'enthousiasme, notamment parmi les jeunes intellectuels et militants indépendantistes. Il devenait pour beaucoup une référence, un socle idéologique. Pour moi, c'était une grande satisfaction. Je voulais contribuer à éveiller les consciences africaines, les pousser à se libérer non seulement des chaînes politiques, mais aussi des chaînes mentales que l'histoire coloniale avait forgées. Mais du côté des institutions françaises et occidentales, ce fut un autre son de cloche. Certains m'accusaient d'idéologie, d'anachronisme, voire de révisionnisme. Des universitaires refusaient de débattre, d'autres me tournaient en dérision. Pourtant, rares étaient ceux qui parvenaient à déconstruire mes arguments de manière méthodique. Ils les ignoraient ou les discréditaient sans véritable contre-preuve. Cela ne m'atteignait pas. Je n'écrivais pas pour plaire, j'écrivais pour libérer. À la Sorbonne, je me faisais une réputation d'homme tenace, exigeant, parfois intransigeant. Certains collègues respectaient ma rigueur, d'autres redoutaient mon franc-parler. Il m'arrivait d'intervenir dans des colloques où je développais mes thèses avec une précision chirurgicale. Mon accent sénégalais tranchait avec les voix feutrées du monde académique parisien, mais mes idées forcèrent le respect. Je n'étais pas venu en France pour chercher une reconnaissance académique. Je voulais démontrer que les Africains pouvaient, par la science, imposer leur propre lecture du monde. À cette époque, j'étais aussi en contact avec de nombreux intellectuels africains. Alioune Diop, fondateur de la revue Présence africaine. Aimé Césaire, dont le discours sur le colonialisme m'inspirait profondément. Léopold Sédar Senghor, avec qui j'avais une relation complexe, parfois tendue, mais toujours intellectuellement stimulante. Chacun à sa manière participait à la naissance d'une conscience africaine nouvelle. Mais je tenais à garder mon indépendance, refusant d'adhérer à des courants politiques ou culturels figés. Au-delà de la sphère intellectuelle, je m'investissais aussi dans le débat politique. Je participais à des conférences sur la décolonisation, sur l'unité africaine, sur les rapports Nord-Sud. J'insistais toujours sur un point. La libération de l'Afrique ne pouvait être seulement politique ou militaire, elle devait être aussi culturelle, historique, mentale. Et cette libération ne viendrait pas d'une bienveillance extérieure, mais d'un sursaut intérieur. L'un de mes grands combats, pendant cette période, fut d'imposer une approche panafricaine des sciences humaines. Trop souvent, les études africaines étaient fragmentées, folklorisées, voire caricaturées. Je proposais une approche globale, comparatiste, qui reliait les cultures africaines entre elles, qui montrait la continuité historique du continent. Ce que j'appelais une vision civilisationnelle, à rebours de la fragmentation coloniale. Je savais que mes thèses heurtaient, mais c'est aussi ce qui leur donnait leur force. À chaque fois qu'on tentait de les faire taire, elles gagnaient en visibilité. Mon engagement scientifique devenait politique malgré moi, et je l'assumais. Je me considérais comme un combattant intellectuel, au service de mon peuple, au service de l'Afrique. Durant toutes ces années à Paris, je vivais modestement. Mon énergie, je la consacrais à mes recherches, à mes conférences, à mes écrits.
Je dormais peu, lisais beaucoup, écrivais sans relâche. Mon appartement parisien était rempli de livres, de notes, de documents anciens. J'y vivais comme dans un sanctuaire, entouré d'idées, habité par une mission. Enfin, après plusieurs années d'efforts, de résilience, de solitude parfois, j'ai fini par obtenir l'acceptation de ma thèse. Ce fut une victoire, non pas pour moi seul, mais pour tous ceux qui, à travers moi, retrouvaient un pan de leur dignité. Ma soutenance fut mémorable. J'y défendais mes idées avec vigueur, parfois avec passion. Certains membres du jury restaient sceptiques, mais d'autres reconnaissaient la qualité de mon travail. Et même mes détracteurs les plus critiques devaient admettre qu'il y avait là une pensée originale, solide, dérangeante, et donc précieuse. Cette reconnaissance académique n'était qu'une étape. Je savais que le combat ne faisait que commencer. La vraie bataille, celle des mentalités, celle des programmes scolaires, celle des consciences africaines, restait à mener. Mais désormais, je n'étais plus seul. Mon travail avait planté des graines, et partout en Afrique, elles commençaient à germer. Quand je suis revenu au Sénégal, ce n'était pas pour le confort ou la reconnaissance. J'aurais pu rester en France, continuer mes recherches à la Sorbonne, obtenir un poste dans une grande institution, peut-être même une chaire. Mais j'avais une mission, une conviction profonde. La véritable révolution intellectuelle africaine devait se faire sur le sol africain. C'est là, et seulement là, que les idées que je portais pourraient réellement changer les choses. Mais je savais aussi que rentrer au pays, ce n'était pas forcément rentrer chez soi. Dès mon arrivée à Dakar, je compris que le combat serait encore plus rude qu'à Paris. Je n'étais pas accueilli en héros ou en visionnaire. Non, mon pays m'accueillait avec une prudence glaciale. Certains me considéraient comme un provocateur, un intellectuel trop remuant, trop indépendant. D'autres voyaient en moi un obstacle à leur ascension politique ou universitaire. On me respectait parfois, mais de loin, comme un volcan qu'il ne faut surtout pas réveiller. J'avais espéré obtenir un poste à l'université de Dakar qui venait d'ouvrir ses portes. J'avais les diplômes. J'avais publié. Ma thèse avait été soutenue avec succès. J'étais reconnu à l'international. Mais contre toute logique, les portes me restaient refermées. Officiellement, il n'y avait pas de place. Officieusement, c'était autre chose. Mes positions sur l'histoire africaine, mon refus de me soumettre aux structures existantes, mon rejet des idéologies dominantes, tout cela faisait de moi un homme difficile à caser. Et puis, il y avait Senghor. Je le respectais, pour sa culture, sa poésie, sa vision d'un Sénégal cultivé et ouvert sur le monde. Mais nous ne partagions pas la même vision de l'Afrique. Lui prônait une négritude poétique, moi une science de la dignité. Lui voyait la France comme une mère, moi je la considérais comme un partenaire qu'il fallait affronter d'égal à égal. Nous avons eu des échanges, parfois cordiaux, souvent tendus. Je n'étais pas dans l'opposition politique, mais dans la rupture intellectuelle. Je ne voulais pas réformer le système hérité du colon. Je voulais le renverser et en bâtir un autre. À défaut d'université, j'ai cherché un autre moyen de continuer mes recherches. Je n'étais pas venu pour prendre un poste confortable, mais pour mettre en place une infrastructure de recherche africaine, une pensée autonome, une science enracinée. C'est ainsi que j'ai décidé de créer un laboratoire indépendant. Le CARAN, Centre d'études et de recherche sur les civilisations anciennes de l'Afrique noire. Créer ce centre, c'était un acte de foi. J'avais très peu de moyens. J'ai dû commencer chez moi, dans une pièce de ma maison, avec des outils rudimentaires, sans subvention étatique, sans reconnaissance officielle. J'achetais moi-même mes réactifs, mes microscopes, mes matériaux. J'y passais mes journées, parfois mes nuits. Les conditions étaient rudes, mais l'espoir tenace. Ce que je voulais faire, c'était une archéologie de l'identité africaine, au croisement de la science dure et de la mémoire historique. Au CARAN, nous analysions des restes momifiés, des échantillons organiques, des artefacts venus d'Égypte, du Soudan, du Mali, parfois du Sénégal même. Je voulais prouver que la mélanine, qu'on peut mesurer dans les tissus organiques, était un marqueur de l'origine noire des anciens Égyptiens. C'était une approche révolutionnaire. J'utilisais la spectroscopie infrarouge, la chromatographie, et même des techniques issues de la physique nucléaire, domaine que j'avais étudié à Paris. Mais les moyens manquaient cruellement. J'ai écrit de nombreuses lettres pour obtenir des subventions, j'ai frappé à toutes les portes, ministère de la Culture,
universités, institutions panafricaines. Les réponses tardaient ou ne venaient jamais. Certains me soutenaient en silence, sans oser s'exposer. D'autres disaient ouvertement que je rêvais, que l'Afrique n'avait pas besoin de laboratoires, mais d'écoles primaires et de dispensaires. Mais pour moi, il n'y avait pas de contradiction. Sans racines culturelles solides, aucune société ne peut se projeter dans l'avenir. Durant ces années d'isolement scientifique, j'ai continué à publier. J'ai sorti L'unité culturelle de l'Afrique noire, puis Civilisation ou barbarie, qui pour moi est l'aboutissement de toute une vie de recherche. Dans ces ouvrages, je montrais la continuité historique entre l'Égypte antique et les peuples d'Afrique subsaharienne sur le plan linguistique, culturel, spirituel. Je démontrais aussi que les valeurs africaines, le matriarcat, la solidarité, la circularité du pouvoir, avaient été balayées par la colonisation européenne et qu'il était temps d'en retrouver le sens. Le message passait, lentement mais sûrement. De nombreux jeunes Africains, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Ghana, me lisaient, me citaient, m'écrivaient. Des étudiants venaient me voir, parfois de très loin, pour m'écouter, pour discuter. Je n'étais pas professeur à l'université, mais j'étais devenu un maître pour une génération nouvelle. Pas un maître qui impose, mais un guide qui propose un autre regard. Un regard qui donne aux Africains le droit d'être fiers de leur passé. Un jour, un jeune homme est venu chez moi, avec un carnet plein de notes. Il m'a dit « J'ai lu Civilisation ou barbarie. J'ai tout recopié à la main, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter le livre. Mais ce que vous dites là, c'est ce que je sentais depuis toujours, sans savoir comment le dire. Ce jour-là, j'ai su que mon combat n'était pas vain, mais les obstacles restaient nombreux. Je recevais peu d'invitations officielles. L'université de Dakar restait silencieuse. Le gouvernement se méfiait de moi. Certains disaient que j'étais trop radical, d'autres que j'étais dangereux. Pourtant, je ne militais pas pour un parti. Je ne cherchais pas le pouvoir. Je voulais seulement qu'on reconnaisse aux Africains le droit de penser par eux-mêmes, avec leurs propres outils, leur propre histoire, leur propre science. À un moment, j'ai proposé un plan d'enseignement de l'histoire africaine dans les écoles. J'avais conçu un programme complet, du primaire au lycée, avec des manuels, des cartes, des repères historiques clairs. On m'a écouté, poliment. Puis rien. Le dossier est resté dans un tiroir. Ce fut une grande déception, car je savais que la vraie bataille se jouait là, dans les écoles, dans les manuels, dans les cerveaux des enfants. Malgré tout, je n'ai jamais arrêté de travailler. Le laboratoire Caran, que j'appelais parfois mon laboratoire du désert, a fini par obtenir une reconnaissance internationale. Des chercheurs africains et afro-descendants me contactèrent de plus en plus. Je recevais des invitations à des colloques à Lagos, au Caire, à Accra, à Addis Abeba. Mon message commençait à passer. L'Afrique n'a pas besoin d'être imitée. Elle doit être redécouverte. Je n'étais pas un homme amer. J'étais lucide. Je savais que les changements profonds prennent du temps. Mais je voulais que cette vérité africaine, que cette dignité historique, soit portée par des institutions, pas seulement par des individus. Mon rêve était de créer une université africaine des civilisations anciennes avec des archéologues, des physiciens, des linguistes, des historiens africains. Une université libre, souveraine, rigoureuse. Ce rêve, je l'ai porté jusqu'à mes derniers jours, et même si je n'ai pas tout accompli, je sais que quelque chose a été semé. Le laboratoire a tenu, malgré tout. Les idées ont circulé, les livres ont été lus, des générations ont été touchées. Aujourd'hui encore, je vois dans les yeux de certains jeunes ce feu que je portais moi aussi, cette colère calme, cette volonté farouche, cette dignité invincible. Ce que j'ai construit, ce n'était pas un monument, c'était une voix pour que l'Afrique reprenne la parole, qu'elle dise enfin par elle-même ce qu'elle a été, ce qu'elle est et ce qu'elle veut devenir. Quand mes idées commencèrent à résonner au-delà des frontières du Sénégal, je compris que le véritable champ de bataille ne serait pas seulement national, mais continental. L'Afrique entière se cherchait, tiraillée entre modernité occidentale et héritage traditionnel, entre indépendance politique et dépendance économique, entre mémoire coloniale et renaissance culturelle. Dans ce tumulte, ma voix devenait celle d'un repère. Pas une vérité imposée, mais une invitation à repenser nos fondements. Et pourtant, cette voix dérangeait toujours. Les élites africaines,
tout juste sortis des écoles coloniales, s'étaient installées dans les cadres que l'Europe leur avait laissés. Beaucoup d'entre elles avaient repris les codes, les discours, et même les visions du monde de leurs anciens maîtres. La priorité pour eux, c'était de gouverner, de gérer, de maintenir la stabilité. Pour moi, c'était d'éduquer, de transformer, de révolutionner l'imaginaire. C'est là que les tensions se creusèrent. Je devenais, sans le chercher, un intellectuel en marge des institutions africaines. Invité rarement aux grandes rencontres officielles, parfois ignoré dans les plans d'éducation ou de recherche, je sentais que mes propositions dérangeaient un certain ordre établi. Il ne s'agissait pas seulement de science, mais de pouvoir. Pourtant, malgré l'hostilité des sphères dirigeantes, un public immense m'écoutait. Un public jeune, avide de sens, de vérité, de racines. Mes livres circulaient sous le manteau, photocopiés, traduits, recopiés à la main. À Lagos, à Bamako, à Kinshasa, à Ouagadougou, des cercles d'étudiants se réunissaient pour discuter de nations nègres et cultures, ou de civilisation ou barbarie. Je recevais des centaines de lettres, des jeunes Africains qui me disaient « Vous nous avez rendu notre nom, notre place dans l'histoire ». C'était cela ma plus grande victoire, réhabiliter la conscience noire, sans haine ni ressentiment, mais avec rigueur et fierté. Redonner à l'Afrique une base intellectuelle solide pour penser son avenir. Je me souviens d'une conférence à Ibadan, au Nigeria. J'y étais invité par un groupe d'universitaires africains engagés dans la redéfinition des programmes d'histoire. J'y exposais mes travaux sur la parenté linguistique entre les langues africaines modernes et l'égyptien ancien, mes études sur les traits culturels, politiques, religieux communs à toutes les civilisations noires. À la fin de mon exposé, un jeune étudiant s'est levé et a dit « Monsieur Diop, vos recherches sont pour nous une révolution. Ce n'est pas seulement de l'archéologie, c'est une résurrection. » Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête, car je savais ce qu'il voulait dire. J'avais moi-même ressenti cette émotion la première fois que j'avais vu un cartouche pharaonique et que je l'avais déchiffré avec une racine wolof. C'était comme si le passé se mettait à parler dans la langue de ma grand-mère. Mais cette renaissance intellectuelle africaine ne plaisait pas à tout le monde. Les puissances occidentales, tout en se montrant polies dans leurs colloques, ne voyaient pas d'un bon œil mes conclusions. Car si l'Afrique se redressait culturellement, si elle se réappropriait son histoire, elle deviendrait plus exigeante, plus indépendante, moins malléable. La réhabilitation historique que je proposais n'était pas seulement un geste symbolique, c'était une base pour des revendications politiques, économiques, éducatives. À l'UNESCO, mes prises de parole furent de souvent contestées. Quand je proposais la création d'une histoire générale de l'Afrique écrite par des Africains, certains membres des délégations occidentales parlèrent de subjectivité militante. J'ai souri, car je savais qu'ils parlaient eux-mêmes depuis une subjectivité bien plus ancienne, celle de la domination. Finalement, l'UNESCO accepta de lancer ce projet monumental. J'y ai contribué, bien sûr, avec d'autres chercheurs africains et afrodescendants. Ce fut une étape importante. Mais je restais vigilant. Il ne fallait pas que cette histoire soit aseptisée, neutralisée pour convenir à tous. Elle devait porter l'âme de l'Afrique, sans compromis. Pendant ce temps, mon laboratoire, le Karan, continuait à fonctionner, avec ses moyens précaires. Nous avons réussi à établir des correspondances entre des momies égyptiennes et des populations africaines actuelles sur la base de tests biochimiques. Des chercheurs afro-américains me rendirent visite, fascinés par cette approche croisant la science et l'histoire. Je reçus un jour une lettre de John Henrik Clarke, un historien afro-américain. Il m'écrivait « Cher frère Cheikh Anta, votre travail est une lumière pour nous, de ce côté de l'Atlantique. Vous démontrez scientifiquement ce que nos ancêtres disaient intuitivement. Grâce à vous, nous avons les outils pour affirmer que l'Afrique n'a pas seulement été victime, elle a aussi été matrice. » Ces mots m'ont profondément touché. Je n'avais jamais mis les pieds en Amérique, mais mes idées y voyageaient, s'y enracinent. J'étais lu dans les universités noires des États-Unis, cité par les mouvements panafricains, repris dans les débats entre militants. Je faisais partie, malgré moi, d'une grande conversation transatlantique. Mais si mes idées franchissaient les océans, elles restaient parfois bloquées dans mon propre pays. Un jour, j'ai proposé un projet de réforme des programmes scolaires sénégalais, intégrant l'histoire précoloniale africaine, les langues nationales, les savoirs traditionnels.
On m'a écouté, on m'a félicité, puis on a enterré le projet. L'administration, figée dans ses logiques héritées de la colonisation, n'était pas prête. Ou plutôt, elle ne voulait pas être prête. Car reconnaître cette histoire, c'était reconnaître aussi qu'on avait trop longtemps menti aux enfants. Cela m'a affecté, bien sûr, mais je n'ai jamais cessé de semer. Je participais à des colloques panafricains, parfois organisés par l'OA, parfois par des universités engagées. Je prenais la parole non pas pour imposer un dogme, mais pour ouvrir une brèche. Mon message était simple. L'Afrique n'est pas née avec la colonisation, elle a une trajectoire propre, une dignité intellectuelle, une puissance créative. À chaque intervention, je citais des exemples, le système politique de l'Égypte pharaonique avec ses conseils, la complexité des royaumes du Mali ou du Bénin, la pensée philosophique des Dogons, l'ordre mathématique des constructions nubiennes. Je parlais de science, de langue, de structure sociale. Je voulais sortir du folklore, des clichés. J'ai été parfois attaqué par certains collègues africains. Ils disaient que je faisais de l'idéologie, que je n'étais pas objectif. Je répondais, l'objectivité n'est pas la neutralité, c'est l'engagement dans la vérité, même lorsqu'elle dérange. Et puis, il y avait la jeunesse, toujours elle. Elle me donnait l'énergie. Je recevais leurs lettres, leurs poèmes, leurs questions. Parfois, ils venaient en groupe jusque chez moi, à Fan, avec des cahiers pleins de notes. On discutait pendant des heures. Je leur disais, ne croyez pas tout ce que je dis. Vérifiez, approfondissez, réinventez. Mon combat, ce n'était pas d'être suivi. C'était d'allumer une étincelle. Et cette étincelle, je la voyais en Angola, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Égypte, en Guinée. Je la voyais dans les regards, dans les gestes, dans les silences. Quelque chose se réveillait. Pas une nostalgie mais une urgence, celle d'habiter enfin notre propre histoire. On me demandait souvent, « Cheikh Anta, que proposez-vous concrètement ?» Je répondais, « Je propose une Afrique qui se regarde dans son propre miroir. Une Afrique qui arrête de se définir par rapport à l'Europe, à l'islam ou à l'Amérique. Une Afrique qui se pense elle-même, par elle-même, pour elle-même. » Ce message, je l'ai porté jusqu'au bout, dans mes livres, mes conférences, mes entretiens. Je savais que ce n'était pas facile, mais je savais aussi que les plus grandes révolutions commencent dans la solitude. On m'avait toujours considéré comme un intellectuel, un penseur, un chercheur. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que penser ne suffit pas. L'histoire ne se transforme pas dans les laboratoires ou dans les livres seulement. Elle se transforme aussi dans l'action. C'est pourquoi, à un moment de ma vie, j'ai décidé de sortir de l'ombre des bibliothèques et de m'engager sur la scène politique sénégalaise et africaine. Ce ne fut pas une décision facile. J'étais bien conscient que les milieux politiques sont souvent hostiles aux idées profondes. Ils préfèrent les slogans au raisonnement, les calculs aux convictions. Mais je ne pouvais pas rester spectateur alors que mon pays tournait en rond, prisonnier de schémas coloniaux, sans boussole historique ni vision d'avenir. Je croyais profondément que le Sénégal, et plus largement l'Afrique, devait faire sa mue. Une mue intellectuelle, bien sûr, mais aussi politique, institutionnelle, économique. Et cette mutation devait être portée par des idées fortes, des projets clairs et un courage inébranlable. C'est dans cet esprit que j'ai fondé le Rassemblement national démocratique, RND, au début des années 1970. Un parti politique certes, mais surtout un instrument de pédagogie populaire, un outil pour diffuser une autre manière de penser le pouvoir et le développement. Le RND portait une vision précise, bâtir un État national basé sur nos réalités culturelles, scientifiques et historiques, utiliser nos langues nationales dans l'enseignement, promouvoir une industrialisation adaptée fondée sur nos ressources, réhabiliter la vérité historique pour nourrir une fierté collective, et surtout, penser une Afrique unie, fédérée, consciente de sa mission. Mais très vite, les obstacles se sont dressés. Le pouvoir en place, incarné par Léopold Sédar Senghor à l'époque, refusa l'officialisation du parti. Officiellement, on nous reprochait notre radicalisme, nos critiques trop dures, notre manque d'ouverture. Mais au fond, je savais ce qui dérangeait. C'était la profondeur de notre projet. Je n'étais pas un homme de compromis facile, et eux n'étaient pas prêts à remettre en cause l'architecture héritée de la colonisation. Pendant plus de 10 ans, le RND resta interdit.
Nous menions notre action dans la clandestinité, à travers des rencontres discrètes, des tracts, des cercles d'étudiants. Je donnais des conférences à l'université, je répondais à la presse internationale, mais au niveau politique national, on m'avait mis au banc. Je n'ai pas cédé. J'ai utilisé ce temps pour affiner notre programme, pour rassembler autour de nous des esprits brillants, des jeunes décidés, des intellectuels honnêtes. Ce que nous voulions, ce n'était pas le pouvoir pour le pouvoir, c'était la souveraineté réelle du Sénégal et de l'Afrique. Nous proposions par exemple une réforme énergétique audacieuse, le recours à l'énergie nucléaire, à usage pacifique pour résoudre nos problèmes d'électricité. Cela faisait rire certains politiciens, d'autres me traitèrent de rêveur, mais j'étais convaincu que sans indépendance énergétique, aucun pays ne peut se développer durablement. J'avais moi-même étudié la physique nucléaire à Paris. Je savais de quoi je parlais. Je proposais la création d'un institut africain de l'énergie qui regrouperait les meilleurs chercheurs du continent pour penser une stratégie collective dans ce domaine. J'appelais cela la science au service de la souveraineté. Mais là encore, les réactions furent tièdes, voire hostiles. En vérité, beaucoup de dirigeants africains avaient peur. Peur de s'émanciper des schémas imposés. Peur de perdre l'aide internationale. Peur de réveiller des tensions. J'étais à leurs yeux trop libre, trop indépendant, et peut-être aussi trop dangereux pour l'ordre établi. Pourtant, ma vision n'était pas celle d'un homme seul. Elle était nourrie de longues lectures, de discussions avec des scientifiques, d'analyses géopolitiques. Je ne cherchais pas à plaire, je cherchais à dire ce qui me semblait juste. Ce fut seulement en 1981, après l'arrivée d'Abdou Diouf à la présidence, que le RND fut enfin reconnu officiellement. Après tant d'années de combat, c'était une victoire, certes tardive, mais précieuse. Nous avons alors pu présenter notre programme, organiser des réunions publiques, participer aux débats. Aux élections de Marchi 1983, je me suis présenté, non pas parce que j'ambitionnais personnellement d'être président, mais parce que je voulais que nos idées aient une tribune. Nous avons obtenu un score modeste, mais significatif compte tenu de nos moyens, un peu plus de 7% des voix. Mais ce chiffre ne disait pas tout, car dans les lycées, dans les universités, dans les quartiers populaires, notre message trouvait un écho réel. Beaucoup de jeunes disaient « Pour une fois, on entend un homme politique parler de science, de culture, d'histoire, de dignité. » Je n'étais pas un homme de terrain au sens classique du terme. Je n'organisais pas de grandes caravanes, je ne promettais pas des sacs de riz, mais j'avais une foi inébranlable dans la force des idées. Et ces idées, je les portais comme d'autres portent des armes. Mon engagement politique était le prolongement naturel de mon engagement scientifique. Les deux étaient liés. Je voulais que le Sénégal cesse d'être une réplique de la France tropicale, qu'il cesse de mendier auprès des institutions internationales, qu'il construise enfin une voie propre. Cela passait par un changement de paradigme total. Des institutions adaptées à notre culture, une économie endogène, une éducation bilingue, en français et en langue nationale, une diplomatie fondée sur les intérêts africains. Je proposais même la création d'un Parlement fédéral africain, composé de représentants élus de tous les pays du continent pour coordonner les politiques majeures, énergie, éducation, défense, industrie. Une sorte d'union africaine avant l'heure, mais dotée de vrais pouvoirs. Encore une fois, on me traita d'utopiste. Mais je crois que l'Afrique a toujours été bridée non par manque d'idées, mais par manque de courage politique. Or moi, je n'avais plus peur de rêver, parce que mes rêves s'appuyaient sur des données, sur des faits, sur une analyse rationnelle. Mon modèle de gouvernance était un État planificateur, fort mais démocratique, enraciné dans nos traditions, mais tourné vers la modernité. Un État capable de mobiliser ses ressources humaines et naturelles pour un développement intégré. Je critiquais ouvertement les politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque mondiale. Je disais, ces réformes ne sont pas faites pour nous. Elles aggravent notre dépendance. Il nous faut des solutions africaines à des problèmes africains. Cela ne me rendait pas populaire dans les cercles diplomatiques, mais peu m'importait. J'étais libre, et cette liberté, je la mettais au service de mon peuple. Vers la fin des années 1980, j'ai commencé à sentir que mes forces déclinaient. Le combat politique m'avait usé, les déceptions s'accumulaient, les alliances étaient fragiles, et surtout, je voyais que le système résistait, s'adaptait,
absorbait les critiques. Mais je n'ai jamais regretté d'avoir pris ce chemin, car même si je n'ai jamais été président, même si je n'ai jamais dirigé de ministère, je sais que j'ai laissé une trace dans les consciences, une empreinte dans la pensée politique africaine. Je ne voulais pas être un héros solitaire, je voulais être une graine semée dans le sol parfois aride de notre Afrique, mais qui, un jour, germera, peut-être longtemps après moi. Et si un jour, un jeune président africain dans un pays quelconque ose dire « Je gouverne selon une vision héritée de Cheikh Anta Diop », alors je saurai que tout cela n'aura pas été vain. On dit souvent que les grandes batailles forgent de grandes âmes. Mais ce que l'on ne dit pas toujours, c'est que ces batailles laissent des cicatrices invisibles. Dans mes dernières années, ces cicatrices, je les sentais chaque jour, dans mes silences, dans mes fatigues, dans mes méditations solitaires. Mais elles ne m'ont jamais fait regretter la route. J'avais alors dépassé la soixantaine. Mon corps, jadis robuste et infatigable, commençait à me trahir. Les nuits devenaient plus longues, les douleurs plus fréquentes, les voyages plus épuisants, mais mon esprit, lui, ne s'était jamais autant senti vivant. Je vivais dans l'urgence. Je savais que je ne serais pas éternel, et je voulais transmettre, partager, semer encore. À l'université de Dakar, qui allait, peu après ma mort, porter mon nom, je continuais à enseigner, à dialoguer avec les étudiants. Ils venaient nombreux à mes conférences, pas seulement pour m'écouter, mais pour se reconnaître dans mes idées. Je sentais dans leurs regards une soif que l'école officielle n'étanchait pas, une soif de vérité, une soif d'identité, une soif de grandeur. Je me souviens d'un jeune étudiant venu me voir après une conférence sur l'unité africaine. Il m'a dit « Monsieur Diop, j'ai lu vos livres, j'ai discuté avec mes parents, et maintenant je comprends. Je ne suis pas un petit Sénégalais perdu au bord de l'Atlantique. Je suis un Africain, héritier d'une civilisation immense. » Ce genre de phrase suffisait à réchauffer mes jours, car c'était cela mon but, rendre aux jeunes Africains le miroir qu'on leur avait brisé. Mais ces années n'étaient pas que lumineuses. J'étais aussi profondément inquiet. Inquiet pour l'Afrique. Les politiques africaines étaient redevenues plus technocratiques que visionnaires. Le vocabulaire s'était européanisé à outrance. On parlait de gouvernance, de croissance inclusive, de réduction de la pauvreté, mais on ne parlait plus de souveraineté, de dignité, de renaissance culturelle. J'observais aussi l'effritement de la mémoire. L'histoire que j'avais remise debout était à nouveau menacée de s'effacer. Les programmes scolaires, même après l'indépendance, n'avaient pas été réformés en profondeur. On continuait à présenter l'Afrique comme une périphérie, comme un terrain vide avant l'arrivée des Européens, comme une terre d'émotions plus que de raison. Je me suis battu jusqu'au bout contre cette vision. J'ai multiplié les écrits, les entretiens, les plaidoyers. Je n'avais plus besoin de reconnaissance. Je cherchais seulement à solidifier ce que j'avais bâti. Vers la fin de ma vie, je relisais souvent mes premières œuvres, Nations nègres et cultures, Civilisation ou barbarie, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Je les relisais non par vanité, mais pour vérifier si le temps les avait abîmés ou renforcés. Et plus je les relisais, plus j'étais convaincu que j'avais vu juste. Oui, la vallée du Nil avait été le berceau d'une civilisation africaine brillante. Oui, l'Égypte ancienne était noire. Oui, l'Afrique subsaharienne avait porté une rationalité scientifique et une pensée politique bien avant la colonisation. Non, nous n'avions pas attendu l'Occident pour penser, pour bâtir, pour rêver. Mais ces vérités restaient combattues. Encore dans les années 1980, certains milieux universitaires français ou américains me tournaient en dérision. On me classait parmi les intellectuels militants, comme si c'était une insulte. On disait que je voulais noircir l'histoire à outrance. Mais je ne cherchais pas à la noircir, je cherchais à la restaurer, à la redresser, à lui rendre son visage vrai. Ce que mes détracteurs ne comprenaient pas, ou refusaient de comprendre, c'est que ma quête n'était pas idéologique, mais méthodologique. Je ne voulais pas construire un mythe noir pour remplacer un mythe blanc. Je voulais déconstruire les mensonges, reconstruire les vérités, même quand elles dérangeaient. Et plus le temps passait, plus je mesurais l'ampleur de la tâche. Restaurer une histoire, ce n'est pas seulement publier des livres, c'est reformer l'école, l'université, la diplomatie, les arts, la langue. C'est créer des institutions africaines de recherche. C'est bâtir des musées. C'est faire aimer nos langues. C'est financer nos archéologues, nos linguistes, nos anthropologues.
Je rêvais d'un institut panafricain de recherche historique, ouvert à tous les pays du continent, financé par les États africains et libre dans ses orientations. Mais ce rêve, je ne l'ai pas vu naître. Le soutien politique manquait. Les intérêts étrangers étaient puissants, et parfois, nos propres élites avaient peur de la vérité. Parallèlement, je gardais espoir dans la jeunesse, dans ces jeunes qui commençaient à lire, à questionner, à s'indigner. Je leur disais souvent, « Ne soyez pas prisonniers des mots qu'on vous donne, n'ayez pas peur de penser avec vos propres repères. L'Occident n'est pas un modèle universel, il est une option parmi d'autres. » Je leur disais aussi, « N'attendez pas que l'État change pour vous réveiller. Devenez vous-même les moteurs du changement. Lisez, organisez-vous, créez, bâtissez, refusez l'humiliation silencieuse. » Vers la fin, je recevais des lettres de toute l'Afrique, du Mali, du Cameroun, du Bénin, du Ghana, même de la diaspora aux États-Unis. Certains m'appelaient le père de l'Afrique historique, d'autres le pharaon noir. Je souriais. Je n'étais ni un dieu, ni un prophète. J'étais simplement un homme debout dans un monde qui s'agenouille trop vite. Je passais de plus en plus de temps dans la solitude. Mes enfants me rendaient visite, mes étudiants venaient de me consulter, mais j'évitais les mondanités. J'étais fatigué de débattre avec des gens qui ne voulaient pas comprendre. Je préférais parler aux livres, aux archives, aux anciens manuscrits africains, aux tombeaux muets de nos ancêtres. Un jour, assis dans mon bureau, j'ai regardé mes manuscrits. J'ai eu un moment de paix. Je me suis dit, « Cheikh Anta, tu as fait ta part. Ce que tu as semé germera peut-être plus tard, mais tu n'as pas trahi ta mission. » Et puis, la maladie est venue, discrètement, lentement. J'ai senti mon souffle se raccourcir, mes gestes se ralentir. Le médecin m'a parlé d'un mal au cœur. Je n'ai pas eu peur. J'avais vécu comme un combattant. J'acceptais de mourir comme un sage. Le 7 février 1986, mon cœur s'est arrêté. Mais je savais qu'une autre chose allait commencer. Pas une vie dans l'au-delà. Cela appartient au domaine de la foi, mais une vie dans les mémoires. Je suis mort sans fortune, sans palais, sans statut, mais avec une œuvre. Et cette œuvre, je la laisse à l'Afrique. Je me souviens des derniers instants avec une clarté douloureuse. Les années avaient défilé, et malgré la fatigue accumulée, ma soif de vérité, de justice historique et de liberté pour l'Afrique n'avait jamais faibli. J'étais conscient que la fin approchait. Mais je voulais m'assurer qu'après moi, mes idées ne mourraient pas, que ce que j'avais semé dans les esprits continuerait à germer. Je suis parti le 7 février 1986, à Dakar, à l'âge de 62 ans. Mon cœur, fatigué par les luttes, les nuits sans sommeil et les déceptions, a fini par céder. Mais je savais que ma mort ne serait pas une fin. Elle marquerait le début d'une autre phase de mon combat, celle de la transmission. Je n'ai jamais eu peur de mourir, car je savais que j'avais accompli ma mission. Mon œuvre était là, posée noir sur blanc, dans mes livres, mes recherches, mes conférences. Elle ne pouvait plus être ignorée. Lorsque mon décès a été annoncé, c'est tout un pan de la jeunesse africaine qui a ressenti une douleur vive, une perte irréparable. Ceux qui, depuis des années, lisaient mes travaux dans l'ombre, trouvaient en moi un maître, un guide, un frère, un père intellectuel. Et dans les jours qui ont suivi, des hommages spontanés ont commencé à fleurir dans tous les coins du continent. Au Sénégal, au Mali, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso, partout. Des jeunes m'écrivaient des lettres que je ne lirais jamais, me remerciaient de leur avoir rendu la fierté d'être africain. Mais au-delà des émotions, ce sont les institutions elles-mêmes qui ont commencé à changer de regard sur moi. L'État sénégalais, longtemps silencieux, a reconnu mon rôle. En 1987, une année après ma mort, l'université de Dakar fut renommée Université Cheikh Anta Diop, UCAD. Ce geste symbolique mais puissant marquait une reconnaissance officielle. Ce n'était pas seulement un hommage à ma personne, mais un acte politique fort, celui d'inscrire mes idées au cœur même de la formation de la jeunesse sénégalaise et africaine. Aujourd'hui encore, l'UCAD est l'une des plus prestigieuses universités d'Afrique de l'Ouest, un lieu d'effervescence intellectuelle, de débat, de résistance et de recherches africaines. Je suis honoré que mon nom y soit associé, mais je mesure surtout la responsabilité que cela implique. Car une université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop ne peut se permettre la médiocrité.
Elle doit être un phare pour les générations futures, un lieu où l'on pense l'Afrique par elle-même. Mon héritage ne s'est pas arrêté là. Mes ouvrages, longtemps mis de côté dans certaines bibliothèques universitaires, sont aujourd'hui étudiés, traduits, débattus dans de nombreux pays. Nation nègre et culture, civilisation ou barbarie, l'unité culturelle de l'Afrique noire, antériorité des civilisations nègres, ou encore parenté génétique des langues négro-africaines, sont devenus des classiques de la pensée panafricaine et de l'histoire critique. On me cite à l'université de Harvard comme à l'université d'Abidjan. Mes conférences circulent en vidéo, mes textes sont partagés sur les réseaux sociaux, et je suis devenu une figure centrale de la Renaissance africaine. Mais je ne me fais pas d'illusions. Mon combat est loin d'être terminé. Les obstacles que j'ai rencontrés, les censures, les résistances de l'élite africaine, le mépris de certains intellectuels occidentaux, existent toujours. Nombreux sont encore ceux qui caricaturent ma pensée, qui m'enferment dans une case idéologique. Certains m'appellent extrémiste, d'autres romantique, comme si revendiquer la grandeur de l'Afrique était une folie. Pourtant, mes méthodes ont toujours été rigoureuses, scientifiques, argumentées. Je n'ai jamais cherché à flatter l'Afrique. Je voulais qu'elle se connaisse. Car je croyais, et je crois toujours, que la vraie liberté commence par la connaissance de soi. Un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui marche à reculons, qui accepte sa domination comme une fatalité. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur l'enseignement de l'histoire africaine dans les écoles, sur l'écriture de manuels alternatifs, sur la formation d'une élite intellectuelle autonome. C'est à cela que j'ai consacré ma vie. Et je suis fier de constater que de nouvelles générations d'historiens, de linguistes, d'archéologues, de philosophes, de politologues africains reprennent aujourd'hui ce flambeau. Je pense à Théophile Ogbonga, bien sûr, mon frère de lutte, qui continue de défendre nos positions sur la filiation égypto-nubienne. Mais aussi à des chercheurs plus jeunes qui osent remettre en cause les dogmes, qui utilisent les nouvelles technologies pour revisiter notre passé. Je vois aussi des artistes, des rappeurs, des cinéastes, des romanciers qui à leur manière prolongent mon combat. Leurs mots résonnent dans les rues de Dakar, d'Abidjan, de Kinshasa, de Johannesburg. Ils parlent de dignité, de mémoire, d'héritage. Ils redonnent du souffle à nos peuples. J'aurais tant aimé les rencontrer, discuter avec eux, débattre, partager. Mais je leur laisse ce message. Ne cédez jamais. Le chemin est long, semé d'embûches, mais il est juste. Je n'ai pas été un homme parfait, j'ai fait des erreurs. J'ai parfois été trop dur, trop exigeant. Mais je n'ai jamais trahi mes convictions. Je n'ai jamais renoncé. J'ai résisté à toutes les pressions, même au prix de l'isolement. Et si je devais revivre, je referais le même parcours. Car ce qui compte au fond, ce n'est pas la reconnaissance immédiate, c'est la trace que l'on laisse dans la conscience collective. Aujourd'hui, les jeunes Africains ont accès à Internet, à des bibliothèques numériques, à des films, des podcasts, des conférences. Ils ont des outils que je n'avais pas. Ils peuvent lire, comparer, critiquer. Ils peuvent créer leur propre savoir, leurs propres institutions. Je les encourage à le faire avec audace, avec exigence, avec passion. Mon rêve le plus profond a toujours été celui d'une Afrique unie, forte de sa culture, de ses langues, de son histoire, de ses valeurs. Une Afrique capable de se gouverner elle-même, de produire ses propres technologies, de former ses propres élites, de dialoguer d'égal à égal avec le reste du monde. Ce rêve n'est pas utopique, il est en marche. Il dépend de chacun de vous. Alors, si vous lisez ces lignes, si vous entendez ma voix à travers les décennies, souvenez-vous, vous êtes les héritiers d'une civilisation millénaire. Vous êtes les bâtisseurs de demain. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne valez rien. Étudiez, résistez, inventez, aimez votre peuple, défendez votre dignité. Je m'appelle Cheikh Anta Diop. Et ma vie fut un cri, un chant, un appel. Je ne vous demande pas de m'idolâtrer, je vous demande de continuer. Voilà, vous venez d'écouter mon histoire, celle d'un homme né au cœur de l'Afrique qui a voulu comprendre le monde et redonner à son continent la place qu'il mérite dans l'histoire de l'humanité. Si mon parcours vous a inspiré, interpellé ou simplement éclairé, alors je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager
et à laisser un commentaire. C'est grâce à vous que la mémoire de nos héros peut continuer à vivre et à inspirer les générations futures. Merci encore. À très bientôt pour une nouvelle histoire.